Avant d'attaquer nos premiers calculs de mécanique quantique, prenons le temps de vérifier que nous savons ce que représente ce schéma. C'est une expérience de pensée avec l'interféromètre de Mach-Zehnder. Le photon a été détecté dans la branche de droite de l'interféromètre. Il a désormais une chance sur deux de terminer sa course sur la cible de gauche et une chance sur deux de la terminer sur la cible de droite. Ici, le photon n'a pas été détecté dans la branche de droite. Et pourtant, le détecteur de droite était branché. On peut donc en conclure que le photon a pris la branche de gauche. Il a désormais une chance sur deux de terminer sa course sur la cible de gauche et une chance sur deux de la terminer sur la cible de droite, comme précédemment. Maintenant, il n'y a plus de détecteur dans les branches de l'interféromètre. Pour dire les choses d'une manière un peu abusive et anthropomorphique, la nature elle-même ne peut plus savoir par quelle branche le photon est passé. Avec comme conséquence que désormais, le photon arrive toujours sur la cible de droite, il ne peut plus arriver sur celle de gauche. Si ceci vous semble encore un peu flou, je ne peux que vous recommander de repartir un petit peu en arrière pour revoir les vidéos précédentes. Dans l'avant-dernière vidéo, nous avons vu comment modéliser les états quantiques en les écrivant sous forme de vecteurs d'état, comme ceci. Et dans la toute dernière, nous avons appris à modifier ces vecteurs d'état avec des matrices, comme ceci. À ce stade, comme vous l'avez sans doute deviné, derrière les 0,707 approximatifs de la dernière fois, c'est bien la valeur exacte 1 sur racine de 2 qui s'était cachée. Et du coup, avant d'attaquer nos premiers calculs de mécanique quantique, il ne nous reste plus qu'à réviser quelques bases de mathématiques de niveau collège, lycée. 1 sur racine de 2 au carré, c'est bien sûr 1 sur racine de 2 multiplié par lui-même, c'est-à-dire on multiplie les numérateurs, une fois 1, ça fait 1, et on multiplie les dénominateurs, racine de 2 par racine de 2, ça fait 2. Au total, on trouve 1 demi. Moins 1 sur racine de 2 au carré, maintenant, eh bien c'est presque la même chose. C'est moins 1 sur racine de 2 multiplié par lui-même. On multiplie les numérateurs. Moins 1 par moins 1, ça fait 1. Et au final, on trouve de nouveau 1 demi. Dernière possibilité, moins 1 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2. Cette fois-ci, on a moins 1 fois 1 au numérateur. Et donc, au final, le résultat, c'est moins 1 demi. Voilà, c'est tout pour le moment. Nous sommes maintenant parfaitement armés pour nous lancer dans nos premiers calculs de mécanique quantique. Commençons par la situation où il n'y a pas de détecteur dans les branches de l'interféromètre, comme ici. Le photon a été émis, le détecteur à la sortie de l'émetteur le confirme. Notre photon est dans un état bien défini. Il est dans la moitié gauche de l'interféromètre. Un instant plus tard, il approche par la gauche la première lame semi-réfléchissante. Son état n'a pas changé, il est toujours à gauche. Le photon atteint maintenant la première lame semi-réfléchissante, ce qui va modifier son état. De quelle manière ? Eh bien, comme nous l'avons vu, il va nous falloir appliquer une matrice sur notre vecteur d'état. Mais quelle matrice ? La matrice à utiliser va dépendre de la manière dont notre lame a été construite. Je vous propose celle-ci à titre de premier exemple. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents dispositifs de séparation de rayons et sur les matrices qui les représentent, vous trouverez un lien vers un article très complet dans la description de cette vidéo. Barton Sliback, lui, dans son cours du MIT sur lequel on s'appuie ici, utilise l'inverse de cette matrice. Expliquer pourquoi nous emmènerait dans trop de détails pour cette vidéo de présentation. Disons simplement que ça a quelque chose à voir avec la modélisation de ce qui se passe au niveau des miroirs. Là aussi, si vous voulez approfondir cette question, vous trouverez toutes les explications complémentaires sur le site web. Pour le moment, faites-moi simplement confiance, cette matrice est l'une des matrices possibles, et elle va être parfaite pour comprendre le principe général.
Par la suite, je vous invite à refaire les mêmes calculs avec d'autres matrices, plus compliquées et caractéristiques d'autres sortes de lames semi-réfléchissantes, et à observer que vous arriverez au même résultat. Le phénomène que nous étudions ici ne dépend donc pas dans son principe de la manière exacte dont le faisceau lumineux se répartit sur les deux chemins. La seule chose qui compte vraiment, c'est qu'ils se répartissent entre deux chemins indiscernables. Comme nous l'avons appris, la première ligne de notre matrice va nous permettre de calculer le premier nombre du vecteur d'état à la sortie de la lame. Moins 1 sur racine de 2 fois 1, plus moins 1 sur racine de 2 fois 0, ça donne moins 1 sur racine de 2. Passons à la seconde ligne. 1 sur racine de 2 fois 1, plus moins 1 sur racine de 2 fois 0, ça donne 1 sur racine de 2, ce qui termine notre premier calcul de mécanique quantique. Et nous obtenons le résultat que nous attendions. En fait, ce n'est pas tellement étonnant parce que j'ai précisément préparé cette matrice pour qu'elle donne le résultat que nous voulions. Nous avons bien une probabilité de 1 chance sur 2 de détecter le photon à gauche, si nous décidons au dernier moment de placer un détecteur à gauche, et 1 chance sur 2 de le trouver à droite. Mais nous avons dit que nous ne mettons pas de détecteur dans les branches. Comme nous l'avons appris dans les vidéos précédentes, nous devons donc continuer nos calculs comme si le photon arrivait sur les deux miroirs en même temps. Avec comme effet l'inversion de phase dont on avait parlé dans une vidéo précédente. L'amplitude de probabilité de gauche va changer de signe. Et celle de droite aussi. Au total, c'est tout notre vecteur qui a été inversé par les miroirs. Comme le dit Barton-Zwieback dans son cours, ça ne change donc rien. La probabilité est toujours de 1 chance sur 2 à gauche et 1 chance sur 2 à droite. Et comme on ne met toujours pas de détecteur dans les branches de l'appareil, c'est dans cet état que le photon va atteindre la seconde lame semi-réfléchissante. Comme elle est du même modèle que la première, nous allons utiliser la même matrice. Moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait moins 1 demi. Moins 1 sur racine de 2 multiplié par moins 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Le total fait 0, qui est la nouvelle amplitude de probabilité pour la gauche. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Moins 1 sur racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2, ça fait aussi 1 demi. Le total est 1, qui est la nouvelle amplitude de probabilité pour la droite. Reportons ce résultat sur notre schéma. Notre modélisation mathématique donne bien le résultat obtenu par l'expérience, à savoir aucune chance d'observer le photon dans la cible de gauche, et 100% de chance qu'il arrive dans celle de droite. Plaçons maintenant un détecteur dans la branche de droite. Le photon part dans le même état que précédemment. Ces amplitudes de probabilité sont transformées comme précédemment. Mais cette fois-ci, il y a un détecteur. Donc, une fois sur deux, le photon est effectivement détecté à droite. Son état est donc modifié par le détecteur d'une manière radicale. Il est désormais certain qu'il est à droite. Il va donc poursuivre son chemin dans la branche de droite. Son amplitude de probabilité sera inversée par le miroir, ce qui correspond à la réflexion du paquet d'ondes qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Mais ça ne change pas le fait que le photon est à droite, avec une probabilité de moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1, de le trouver à droite. Et notre photon arrive donc par la droite sur notre seconde lame semi-réfléchissante. Appliquons la matrice à cet état.
Moins 1 sur racine de 2 fois 0, plus moins 1 sur racine de 2 fois moins 1, ça fait 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2 fois 0, plus moins 1 sur racine de 2 fois moins 1, ça fait aussi 1 sur racine de 2. Nous pouvons donc prévoir que le photon arrivera une fois sur deux à gauche et une fois sur deux à droite, ce qui est conforme à l'expérience. Mais une fois sur deux, le photon n'est pas détecté, alors même que notre détecteur fonctionne parfaitement. Comme on l'avait vu dans une vidéo précédente à propos de l'expérience d'Elitzer-Feynman, il se produit alors le phénomène quantique qui est, de mon point de vue, le plus emblématique de tout cela. Du fait de cette absence de détection, il est possible de savoir que le photon n'est pas à droite. Il est donc à gauche. Il va être réfléchi par le miroir de gauche, qui va inverser sa phase, avant qu'il n'arrive sur la deuxième lame par la gauche. Appliquons la matrice. Voici le résultat, qui est conforme de nouveau au résultat de l'expérience. Au total, les prédictions faites par notre modèle mathématique sont donc bien conformes au résultat de l'expérience. Si le photon passe par le chemin de droite, on a une chance sur deux qu'il termine sa course dans la cible de gauche. S'il ne passe pas par le chemin de droite, le résultat est le même. Mais s'il est impossible de savoir quel chemin il a pris, alors il arrive toujours dans la cible de droite. À bientôt.